Salam alaikum Azzoul Filaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par le nouveau gouvernement de Tebboune. Un changement dans la continuité, comme il a été qualifié par beaucoup d'observateurs. Le nouveau gouvernement présenté cette semaine devait, selon les promesses du chef de l'État, Abadji Tebboune, incarner un tournant dans la gestion politique et économique de l'Algérie. Or, au regard de la liste dévoilée, la révolution promise n'a pas eu lieu. Le raccourci est vite fait, une montagne qui a accouché d'une souris. Dans le même ordre, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier au siège de la présidence de la République une réunion de travail consacrée aux exportations, a indiqué un communiqué de la présidence. Le nouveau ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari, a affirmé que cette réunion est d'une extrême importance. Tant a-t-il poursuivi, son objectif est de parachever la politique du président de la République dans le domaine de la diversification de l'économie nationale, notamment les exportations hors hydrocarbures. Cette politique, a ajouté le ministre, se traduit par la création d'un ministère dédié aux exportations. Mais pour beaucoup de spécialistes, l'Algérie est dans l'incapacité à s'affranchir de sa dépendance chronique aux hydrocarbures. Un échec de la gestion de notre économie et d'une vision claire des orientations de la politique économique. Une gestion du pays qui soulève beaucoup d'interrogations, puisque cette semaine, et pour la première fois, le chef de l'état-major, le chef d'état-major, M. Saïd Chingriha, fait sa rentrée dans le nouveau gouvernement, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, Saïd Chingriha, a limogé le général-major Ammar Athamniya et nommé dans la foulée le général-major Mustafa Smaili au poste de nouveau commandant du commandement des forces terrestres. Le général-major Ammar Athamniya occupait ce poste depuis mars 2020. Ce remplacement intervient 3 jours après la nomination de Saïd Chingriha au poste de ministre délégué à la Défense. Le général-major Saïd Chingriha a déclaré lors de la cérémonie d'installation du nouveau commandant des forces terrestres. J'ai personnellement tenu à faire de cette rotation des emplois et des postes une tradition permanente et une culture dominante à travers laquelle un nouveau souffle se produise dans les rangs de l'ANP, notamment à la lumière des transformations rapides en cours dans notre région, qui portent en elles de nouveaux défis de sécurité et des menaces plus complexes qui nous obligent à nous y adapter constamment. Mais pour les connaisseurs du système, ces changements au sein de l'armée nous renseignent d'un malaise et d'un nouveau règlement de compte dans le sérail. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, changement du gouvernement, changement au sein de l'armée. Et tout ça pour la continuité. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Athmane Mahzouz, président du RCD, qui est avec nous. Pardon, j'ai commencé d'abord par Alger. Et bien sûr, vous êtes en train de voir nos autres invités aussi. Athmane Mahzouz, président du RCD, il est avec nous depuis Alger par téléphone. C'est Athmane Mahzouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, il n'est pas avec nous, on me dit, nos amis de la régie. Il n'est pas encore avec nous, mais vous l'avez observé, donc Adel Abdelrahman Khalef, qui est avec nous, consultant international en télécom, information, communication, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres, via Skype. C'est Adel, bonsoir. Marhaba bik et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis toujours très content d'être parmi vous et de contribuer au meilleur de mes capacités. Merci beaucoup, Adel Khalef. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Jamal Ghassoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Si Jamel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser, et merci pour l'invitation. Le bonsoir à vos invités et à l'ensemble du peuple algérien, Sha'ab al-Azim. Merci beaucoup, Jamal Ghassoum. Donc, Athman Mazouz nous a rejoint aussi. Il est avec nous, président du RCD. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Athman Mazouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et mes salutations à vous inviter, mais également aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Athman Mazouz. Très content de vous avoir dans cette émission. Athman Mazouz, bien sûr, on va revenir sur l'actualité de la semaine, les thèmes qui ont marqué donc l'actualité de notre pays cette semaine. Et surtout, ce changement au sein du gouvernement. Les Algériens ont parlé, Al-Majid Tebboune a fait des déclarations par rapport donc à ce changement. Il a parlé aussi des compétences 2 mois après donc ou un peu plus de 2 mois après cette élection présidentielle boudée par le peuple algérien. On va juste regarder cette petite vidéo donc de l'ENTV, un petit reportage sur le changement du gouvernement. Le président de la République a renouvelé sa confiance au Premier ministre Nader Al-Arbaoui en maintenant certains noms au ministère régalien. Ce remaniement a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels, outre la nomination de nouvelles compétences nationales en qualité de ministre, ministre délégué et secrétaire d'État, tout en décidant de nommer le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Énergie, de l'Intérieur et des Finances conservent leurs fonctions. Ces changements allient expérience et jeunesse, intégrant des cadres compétents pour traiter les dossiers prioritaires. Le président de la République mise sur la performance pour relever les défis socio-économiques du pays. Voilà, donc Athman Mazouz, je vais commencer avec vous cette question donc, de changement de gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction par rapport à ce changement de gouvernement? On a entendu bien sûr auparavant Al-Majid Tebboune parler des compétences, qu'il chercherait donc des compétences par rapport à ce nouveau gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on a des compétences donc, dans ce nouveau gouvernement? Votre réaction, Athman Mazouz? Sincèrement, comme la plupart des Algériens, on demande sérieusement à voir ces nouvelles compétences dont le président, le chef de l'État nous a parlé, mais aussi qu'il avait promis à l'issue de la mascarade électorale de septembre passé. On voit qu'il y a la reconduction des principaux ministres au ministère qu'il est du gouvernement, ceux-là même qui ont été derrière l'échec cuisant durant tout un mandat. On ne voit pas de changement de cap avec le même personnel politique qui pourrait espérer, qui pourrait croire à un autre cap ni à une autre politique pour que le changement tant espéré par les Algériens arrive. En dehors effectivement de l'arrivée de Chenguereha comme ministre délégué à la Défense, on ne voit pas d'autres changements palpables qui méritent sérieusement d'être signalés. C'est vrai que l'arrivée de Chenguereha, tout au moins, va nous éviter effectivement l'apparition souvent de Chenguereha aux côtés de Tebboune, qui rappelons-le, n'avait aucun poste ministériel, aucune position qui puisse lui permettre justement d'apparaître. Maintenant qu'il est ministre délégué, comme ça, au moins, les Algériens vont dire qu'il l'accompagne en sa qualité de ministre de son gouvernement. Mais sinon, je ne vois pas de changement palpable qui puisse être signalé, qui puisse
faire espérer aux Algériens un quelconque changement à l'avenir. C'est vrai que beaucoup d'Algériens attendaient à ce qu'il y ait sérieusement un changement qui puisse en fait changer le quotidien des Algériens. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des Algériens, la quasi-majorité des Algériens savent qu'avec Tebboune, on ne peut pas espérer un changement de cap, on ne peut pas espérer à ce que le quotidien des Algériens puisse changer. Très bien. Restez avec nous, Athman Bazouz. Adel Khalef, est-ce que vous partagez le constat du président du RCD? Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement, alors qu'on a entendu bien sûr Majid Tebboune, et on va l'écouter donc dans cette petite vidéo, et je reviens à vous juste après. السي فيصل كحتصل بين مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية وتكوين الحكومة. أنا الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل أنني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في هذه البلاد هذه. تكنوقراطية يعني؟ ماشي بالضبط، يعني عندهم تجربة وقادرين يفيدوا بناء هذا التعرف. Voilà, donc les déclarations de Majid Tebboune. Adel Khalef, votre réaction bien sûr, et surtout la question bien sûr des partis qui ont soutenu donc la candidature de Majid Tebboune. Peut-être qu'ils espéraient des portefeuilles, donc des responsabilités au sein de ce nouveau gouvernement. Bien au contraire, ils ont été donc au lieu d'être récompensés, beaucoup de ministres donc ont été limogés. Votre réaction, Adel Khalef? Oui, alors merci. Écoutez, je vais vous dire. Nous avons, en Algérie, nous avons toujours eu un modus operandi. On a un problème quasi clair avec les compétences. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une compétenceophobie, si je dois inventer le terme. Il y a un gouvernement qui a changé, il y a un nouveau gouvernement. Or, je ne vois pas, personnellement, je pense que votre invité qui vient de passer a dit certaines choses. Pour la plupart des choses qu'il a mentionnées, je suis assez actionnaire, je suis assez d'accord. Je pense que le problème, c'est que nous faisons toujours du surplace. Nous sommes en train de patiner sur du surplace. J'aurais aimé voir le président, vous venez de faire passer un message, celui du président, où il a évoqué que les meilleures kafa'at, donc les meilleures compétences. Bon. Les gens qui ont été nommés à des postes ministériels actuellement sont des gens qui n'ont joué aucun rôle dans l'économie de l'Algérie dans le passé. J'en ai vu aucun. Est-ce qu'ils sont expérimentés en management? Est-ce qu'ils sont expérimentés en économie? Est-ce qu'ils sont expérimentés dans l'industrie? Que peuvent-ils apporter comme valeur ajoutée à la République, au pays, au peuple, à l'économie? À mon avis, ceci demeure un grand point d'interrogation. Secondo, je ne vois pas de jeunesse. Moi, je ne cesse de le dire, de le répéter. Et je vais le dire encore une fois ce soir, d'une façon claire. Expressis verbis. L'Algérie doit impérativement connaître un changement de cap radical, car nous sommes en 2024, nous sommes dans l'ère de la troisième révolution industrielle, en l'occurrence le numérique. Il y a une évolution internationale qui est en train d'avancer à un rythme tellement extraordinaire. Nous sommes en train de faire appel, encore une fois, à des gens de la même époque des années 60 et 70. C'est-à-dire, on veut absolument concurrencer une AMI 8 avec une Tesla. Il y a un grand problème de vision ici, il y a un grand problème de compréhension de quels sont les enjeux. Je pense que ce gouvernement, à mon humble avis, selon mon opinion, mais bien sûr, je ne suis qu'un homme, je peux me tromper. Mais voilà ce que je dis. Je pense que ce gouvernement, pour sa majorité, en termes d'économie, en termes de compétences,
je pense qu'ils ne vont pas tenir 6 mois, au maximum 1 année. Parce que les enjeux d'aujourd'hui sont beaucoup trop grands. L'Algérie est en train d'accuser un retard tellement important vis-à-vis de sa diplomatie, vis-à-vis de son économie, vis-à-vis de son industrie, de son développement économique. Il y a un déficit de vision qui est visible comme une vache dans un couloir. Il y a un problème de compréhension des enjeux d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment besoin de tirer toutes les sonnettes d'alarme. Je ne veux pas décourager tout le monde, je ne veux pas être méchant, loin de moi, c'est pas ma volonté, mais je dis simplement que pour moi, les gens qui ont été placés aujourd'hui sont des gens qui ne sont même pas dans le contexte. Je ne veux même pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, je veux dire qu'ils ne sont même pas dans le contexte. Il y a ici un très sérieux problème et je peux vous dire que ces gens-là ne seront pas à la hauteur de l'immensité de la tâche. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Très bien. Restez avec Nouad El Khalaf. Djemal Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu donc Athmane Mahsouz, président du RCD, mais aussi Adel Khalaf. Est-ce qu'on est dans la continuité de ce qu'on a vu depuis 2019, ou plutôt on est dans un changement osé par le chef de l'État, Majid Tebboune, lui qui a parlé de cette nouvelle Algérie, qui a parlé d'une nouvelle approche, donc de faire la politique en Algérie, lui qui avait déclaré après donc le deuxième mandat, après les élections, qu'il allait donc ouvrir un dialogue avec toutes les forces vives de notre pays. Djemal Ghessoum. Ben vous savez, alors je ne connais pas vos deux invités, mais je suis forcé par le pragmatisme qui est le mien, de partager totalement leur analyse, aussi bien M. Mahzouz que M. Khalaf, je crois que c'est son nom. Je suis obligé de partager entièrement leur diagnostic. Vous savez, on ne fait pas... je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Parce que si ça, c'est un tournant à 360 degrés pour nous faire revenir en arrière. Je veux dire que, un exemple concret, Monsieur Boukhari, ministre, maintenant il coupe le ministre intérieur et le ministre extérieur du commerce. Je comprends rien. Oui, du commerce. Donc je ne comprends plus rien. Ils ont fait la même chose avec le ministère de la Jeunesse et le ministère des Sports. Monsieur Boukhari, qui était un élève, n'oublions pas que c'était un élève au sens littéral du terme de Monsieur Rezig. Donc on peut considérer qu'il a été nommé par Monsieur Rezig et non pas par le président de la République. J'ai énormément je dirais, de respect. Monsieur Rezig, c'était donc l'ancien ministre du Commerce qui est bien sûr conseiller à la présidence. Voilà, c'est-à-dire que celui qui a foutu un bazar, et ça fait lien et sens avec la question de la compétence qui a été abordée par votre dernière invitée. Partout dans le monde, même au Guatemala, on favorise la compétence. Si vous voulez être nommé en Algérie, oubliez que vous avez des compétences, soyez le plus incompétent possible, et vous aurez des chances d'être nommé. Et je le disais très souvent sur votre plateau. Djemal Ghessoum, je vous ai coupé la parole, mais je vais vous la rendre. Je sais que vous n'aimez pas que je vous coupe la parole. Non, j'accepte. Juste pour revenir aussi, parce que il faut rappeler, Djemal Ghessoum, que vous avez soutenu Al-Majid Tebboune en 2019. Oui. Et pour vous, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle façon de faire la politique en Algérie, c'est un nouveau projet. Et après 5 ans, on découvre que c'est la continuité du même système. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je suis un pragmatique. Je ne suis pas un idéologue et que je m'appuie sur une analyse objective et circonstancielle de ce qui est dit et ce qui est fait. En 2020 jusqu'à l'année dernière, 2023, j'ai soutenu Mordicus. Je le dis, je le réaffirme. J'ai soutenu le président de la République. D'abord pour une première raison, c'est que je suis persuadé jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que je fais bien la distinction, que c'est un homme qui est de bonne foi. Ça, je le maintiens jusqu'à aujourd'hui. Mais la bonne foi, en politique, ça ne fonctionne pas forcément. Et donc, il a fallu que j'attende
des actes concrets pour me déterminer sur mon soutien ou non. Vous savez, moi, en politique et dans le milieu professionnel qui est le mien, je pars toujours d'un a priori favorable. Je pars toujours de ce principe-là. Et si je dois être contredit par les faits, eh bien, il n'y a que l'idiot qui ne reconnaît pas qu'il a fait une mauvaise analyse, ou en tout cas qu'il a apporté un soutien à un homme qui n'est pas en mesure, je le dis en tout respect, le président de la République n'est pas en mesure de nommer des compétences. Vous savez, il y avait des articles de loi, des articles dans les journaux et sur les réseaux sociaux qui disaient que le président Tebboune avait lancé un appel pour avoir en tout cas des noms pour des compétences. Il n'a pas eu besoin de le faire, il a remis des personnes qui sont dans le même principe, et votre dernier invité l'a très bien évoqué. Je continue à soutenir l'homme parce que Insen Muhtaram, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup à titre personnel, mais ce que nous avons besoin en Algérie, c'est d'un véritable président de la République qui soit un homme d'État qui tranche et qui est capable de s'entourer de personnes compétentes. Nous n'avons pas besoin en Algérie d'un homme qui reconduit les mêmes personnes et la même manière de fonctionner avec des gens. Quelle est cette compétence supplémentaire dans le gouvernement Arbaoui II? Qu'on me sorte un seul nom. Et donc je suis obligé de dire aujourd'hui que je partage entièrement, je ne retirerai pas un seul mot du diagnostic de vos deux invités, que je ne connais absolument pas. Peut-être qu'ils sont contre le système, peu importe. En tout cas, ce qu'ils ont dit est vrai et je ne retirerai pas un seul mot. Très bien, restez avec nous, Jamal Guessou. Athmane Mahzouz, est-ce que nous sommes dans la continuité des mêmes politiques qu'on a vues donc, depuis l'avènement d'Al-Majid Tebboune en 2019, alors qu'Al-Majid Tebboune a parlé d'une nouvelle page après donc, les élections du 7 septembre dernier. Il a déclaré qu'il y aurait un dialogue avec toutes les forces vives de notre pays, avec l'opposition, avec les partis politiques, avec la société civile. Est-ce qu'on est dans cette dynamique ou plutôt on est dans la continuité des mêmes pratiques? Athmane Mahzouz. On est toujours dans le statu quo, comme vient de le dire vos deux invités à l'instant, dont je partage parfaitement les positions. Nous sommes toujours dans la même typologie de gouvernement. C'est toujours l'allégeance qui refait surface. Et Abdelmajid Tebboune n'a nullement l'intention d'aller vers des changements profonds dans le pays. Effectivement, comme vous le dites, il avait promis qu'il y ait un dialogue, parce que tout simplement, il est sorti très affaibli après le désaveu populaire de septembre passé. Et on avait tous espéré à ce que ce dialogue-là ait lieu. Et nous, au RCD, nous étions l'un des premiers, des rares partis à avoir appelé justement à l'ouverture d'un dialogue, notamment avec l'ensemble des Algériens, parce qu'aujourd'hui, la classe politique, la société civile, en fait, tous les Algériens sont écartés de la décision. Normalement, Abdelmajid Tebboune, avec justement ce désaveu historique, il devrait comprendre que 90% des Algériens sont en désaccord avec sa politique, sont en désaccord avec sa gouvernance, et qu'il devrait aller dans le sens, justement, de changements profonds. Aujourd'hui, nous sommes face à un statu quo, nous sommes face à l'évacuation de compétences qu'il avait promis. Effectivement, comme le disaient vos invités, on ne va pas, ces compétences. Elles sont où? Celles qui ont été, en fait, comptables d'un bilan désastreux, reviennent encore à la charge et reviennent à occuper les principaux postes clés d'un gouvernement qui a complètement tourné le dos aux aspirations des Algériens dans leur majorité. Mais maintenant, effectivement, il suffit d'aller consulter les données sur le plan économique, sur le plan des réalisations. On ne voit guère ces réalisations qu'il avait promis durant son premier mandat. Maintenant, nous commençons le deuxième mandat aussi avec des couacs, mais aussi avec une absence totale de lisibilité ni d'engagement, parce que nous ne sommes pas sortis d'une campagne électorale où Abdelmajid Tebboune
en personne n'avait en fait rien promis, parce qu'ils savaient pertinemment que la machine est complètement en panne. Et qu'ils sont incapables de résoudre les problèmes énormes que vivent les Algériens. Très bien. Restez avec nous, Athman Mazouz. Vous avez parlé aussi de statu quo, mais la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on peut développer l'Algérie? Est-ce qu'on peut avoir une vision économique, puisqu'il y a eu cette réunion donc, pour booster les exportations hors hydrocarbures donc, de notre pays? On va revenir sur cette question juste après cette petite intro. Voilà, donc on va regarder ce petit reportage de l'ENTV par rapport donc à cette réunion qui a été dédiée donc pour relancer les exportations hors hydrocarbures. في المستهل ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماع عمل بمقر رئاسة الجمهورية خصيص للصادرات. Voilà, donc vous avez vu ces images de la réunion donc, qui a été présidée par le chef de l'État, Majid Tebboune, pour donc, les exportations. On va écouter le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari. لقاء اليوم لقاء مهم للغاية، والهدف منه استكمال سياسة السيد رئيس الجمهورية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة الصادرات خارج المحروقات. ويتجلى هذا الأمر أولا من خلال استحداث وزارة مخصصة للصادرات، ثانيا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم والتي تبنى على مجموعة من المعايير، أولها تنويع الصادرات، ثانيا تضافر جميع الفاعلين دون استثناء، ثالثا من خلال الفاعلية في الأداء، ورابعا من خلال التطبيق الصارم للقرارات. وسنسعى للعمل بهذه وفق هذه الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المسطرة. Voilà les déclarations donc du nouveau ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari, qui était aux côtés donc du président du Conseil du renouveau économique algérien CREA, Kamel Moula. Adel Khalef, je sais que vous êtes expert de cette question, question économique. Comment peut-on lire donc cette réunion pour booster les exportations hors hydrocarbures en Algérie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Donc, Tebboune a pris au sérieux ce dossier, qui est vraiment une vision par rapport à cette question. Adel Khalef. Bon. Alors, je vais répondre à votre question. Cependant, si vous me permettez, en parallèle, j'aimerais mettre un point concernant le contenu de la vidéo que vous venez de passer. En l'occurrence, l'intervention de ce ministre fraîchement nommé. C'est le ministre du Commerce, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ministre du Commerce extérieur, Mohamed Boukhari. Très bien, extérieur. Merci. Alors, voici la première question que je me pose. Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive à votre question. Hein, je vais répondre à votre question. Voilà ce que je dis. Je vois aux côtés de ce monsieur la présence d'un responsable d'une organisation patronale du nom du CREA. C'est bien ça. Le Conseil du renouveau économique algérien. Très bien. Maintenant, moi, je me pose la question, et bien sûr, s'il y a un de vos invités maintenant qui veut rebondir sur ce point, je suis bien content de leur laisser la parole aussi. Alors, voici ce que je note comme point.
Le représentant de cette organisation patronale, je suppose il a été convié à cette, parce que ça c'est une réunion quand même d'un très très haut niveau, qui a dû siéger au sein de la présidence de la République. Ce monsieur est présent aux côtés d'un ministre et qui donc, à mon humble avis, représente des chefs d'entreprise, il représente une certaine dynamique économique d'entreprise. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc, moi je me pose la question. Il a été invité en qualité de quoi? De représenter des chefs d'entreprise dans ce cas-là. Pourquoi ne voyons-nous pas le représentant du FCE à ses côtés? Enfin, le FCE, je pense qu'ils ont changé de nom, hein, ils ont un nouveau nom maintenant, je ne sais plus quel est le nom. Pourquoi ne voyons-nous pas également la représentante Saïda Nerza, qui elle aussi est une représentante d'une organisation patronale? Je me pose la question, pourquoi est-il là-bas lui-même, uniquement lui? En qualité de quoi? S'il représente des hommes d'affaires, dans ce cas-là, il va falloir convier tous les représentants des organisations patronales. Ça me semble tout à fait logique. Donc, ça c'est le premier point que je mentionne. Maintenant, je reviens à votre question. Un ministre des Affaires, un ministre du Commerce extérieur. Cette réunion a pour thème les exportations. C'est bien ça. Bon. Exportation de quoi? Allons-nous exporter le sable du désert? Allons-nous exporter les nuages? Exporter quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il va falloir d'abord nous parler de notre politique de développement, de reconstruction, et pas de construction, attention. Je mesure mes mots. De reconstruction de notre tissu industriel. Parce que nous avions, à l'époque du président défunt, Houari Boumediene, nous avions un tissu industriel extraordinaire. Devrais-je rappeler, vous savez, qu'à l'époque de M. Houari Boumediene, ex-président, l'économie de l'Algérie était plus forte que celle de l'Espagne et du Portugal réunis. Aujourd'hui, nous avons une économie, si on doit la mettre dans une échelle d'évaluation d'un cursus éducatif, c'est une économie bac-10. Donc, nous parlons pas du tout de la production, de l'industrie. Comment allons-nous développer notre position aujourd'hui par rapport à la situation géostratégique internationale pour que l'Algérie puisse négocier à des prix équitables l'importation des matières premières pour que nous puissions promouvoir notre industrie, notre production. Ça, on n'en parle pas. Secondo, on ne parle même pas de la colonne vertébrale de l'économie. La colonne vertébrale de l'économie, c'est le système bancaire. On n'en parle même pas. Bien sûr, il y a des paroles par-ci et par-là, on parle de réformes par-ci et de par-là, mais bon, vous savez, il y a une vieille expression, très vieille expression, qui dit, avec les paroles, on met Paris dans une bouteille. C'est bien facile de parler, c'est bien facile de faire des annonces, mais aujourd'hui, où en est notre système bancaire? Nous avons des banques qui sont à peine capables d'offrir un produit bancaire, elles sont incapables d'accompagner les PME et les PMI, parce que les PME et les PMI, c'est le socle du développement industriel. On n'en parle pas. Nous sommes en train de parler d'exportation. Ok, vous voulez parler exportation. Pardon, exportation. Mais ceci implique quoi? Ils veulent exporter quoi? Pour Ahmed Tebboune, c'est une nouvelle vision. Il a même avancé donc des chiffres par rapport à ce commerce extérieur, à ces exportations. On va l'écouter dans ce passage quand il parle de 29 milliards de dollars. On l'écoute. إن رؤيتنا لإنعاش الاقتصاد ارتكزت على ضرورة تسخير كل طاقات الأمة ومنها أنتم المتعاملون الاقتصاديون منتجون ومصدرون باعتباركم خلاقين للثروة وسفراء المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية لإنجاح رؤية 2020-2030 لسياسة التجارة الخارجية التي استهدفنا من خلالها الوصول معكم وبالتزامكم إلى رقم
29 مليار دولار سنة 2030 تصدير طبعا كصادرات خارج المحروقات، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، لا سيما الفلاحة، الصناعة الثقيلة والخفيفة، الصناعة التحويلية، الصناعة الصيدلية، المناجم، وقطاع السياحة والخدمات. Adel, vous avez entendu donc ces déclarations de Al-Majid Tebboune qui a parlé d'une vision 2020-2030. Il a avancé un chiffre de 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Donc, il y a une vision, il y a une politique de l'exportation, comment aussi dynamiser les secteurs, que ce soit, donc, il a parlé du tourisme, il a parlé aussi de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises. Adel. Bon, alors, écoutez, on va essayer de mettre chaque chose dans leur contexte et je vais essayer de faire rapide, comme ça je peux laisser la parole à vos respectueux invités. D'abord, quand on annonce un chiffre de 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, ça veut dire que nous avons un coefficient qui a été préétabli. Il a été établi sur quoi? Quels sont les indicateurs de la croissance économique de l'Algérie depuis 5 ans? La croissance économique de l'Algérie, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, a toujours été indexée, malheureusement, sur les énergies fossiles, qui représentent 97% de nos exportations. Nous avons un tissu industriel qui est quasi inexistant. Donc, quand on annonce un tel chiffre, ça veut dire qu'on a un chiffre de base. Si on a un chiffre de base et un chiffre final, ça veut dire qu'on a un taux de croissance évolutif. Donc, quel est l'algorithme de calcul qu'ils ont utilisé pour établir cela? Il y a ici un non-sens interstellaire. C'est impossible d'arriver à un chiffre pareil pour une économie qui, depuis 30 ans ou 40 ans, n'arrive même pas à dépasser 5-6 milliards. Et vous savez, 2030, c'est demain. C'est demain. Donc 5 ans. Donc aujourd'hui, on est à 4-5. Dans 5 ans, on pense qu'on va arriver à 30. Bon, écoutez, je pense qu'ils ont un sérieux problème avec les chiffres. Il faut qu'ils revoient leur vision de l'arithmétique. Ça, c'est d'une part. D'autre part, monsieur, nous avons un problème de vision à court terme et à moyen terme. Il faut que nous nous concentrions sur cela. On ne peut pas avoir une vision à long terme pour le moment parce qu'il n'y a pas des gens de compétences en poste. Le long terme, c'est pour les professionnels avérés. Aujourd'hui, il faut absolument réformer le système bancaire, réformer le système fiscal, ouvrir l'économie, permettre aux investisseurs internationaux de développer un esprit de confiance, de venir mettre leur bille, excusez-moi du terme, leur argent en Algérie. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué, il y a de cela quelques jours. Vous savez, les agences de calcul de risque, d'évaluation de risque dans l'investissement, comme Moody's, comme Standard & Poor's, ça c'est des gens qui font de l'évaluation de risque dans des marchés, quel que soit le marché. En l'occurrence ici, nous parlons de l'Algérie. Nous avons une note qui est très très basse au niveau de ces agences. Donc les investisseurs ne viendront pas mettre leur argent parce qu'il n'y a pas une perspective. On parle de l'FMI qui dit qu'ils ont des prévisions positives pour l'Algérie. Ça reste des calculs basés sur les hydrocarbures. Monsieur, un pays qui importe 90% de sa consommation domestique est un pays qui s'appauvrit. L'Algérie a besoin aujourd'hui de reconfigurer, excusez-moi, complètement sa vision, sa stratégie industrielle, locale, donc la microéconomie, pour ensuite avoir une meilleure vision sur la macroéconomie de façon globale. Et à ce moment-là, dès qu'on... Regardez par exemple, je vais finir sur cette note pour laisser la parole à vos invités. Vous voyez la pâte à tartiner qui a été bloquée. Voilà, merci, en France. Il faut d'abord saluer les gens qui ont produit ça, je les salue parce que c'est un produit sublime qui parle bien pour l'Algérie, de nos capacités, parce que nous avons des gens extraordinaires en Algérie qui sont capables de faire des choses merveilleuses. Mais vous voyez, elle a été bloquée. Pourquoi?
parce que l'Algérie, Lyon, n'a une position stratégique solide au niveau des instances commerciales, juridiques, internationales, notamment en Europe. Si nous avions un mot, une puissance, une capacité de parler, de dire que nous sommes une république forte, de par son industrie, de par ses exports, eh bien, croyez-moi que le lobby qui a œuvré au blocage de ce produit n'aurait jamais réagi. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas de levier. On n'a pas le savoir-faire à l'international. Parce qu'il faut développer, pour bien développer une économie et une industrie locale, il faut développer une élite de compétences, l'intelligentsia algérienne qui veille sur ce qui se passe à l'international. L'Algérie doit agir et elle doit agir hier. Très bien. Restez avec nous, Adel. Jamal Ksoum, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette réunion donc pour les exportations hors hydrocarbures? Est-ce que c'est une initiative qui va booster donc les exportations, ou plutôt donc une réunion, juste une réunion, rien ne changera tant qu'il n'y a pas une vraie vision de notre économie, mais aussi une vraie ouverture au niveau du système politique en Algérie? Jamal Ksoum. Vous savez, avant la question du système politique algérien, d'ailleurs, pour répondre à M. Khalaf, M. Moula n'avait rien à faire là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont en Algérie, ils ne sont même pas capables de distinguer le fait politique, le fait associatif. Ils sont incapables. M. Moula, à côté d'un ministre qui vient de prendre son poste, ça ne veut absolument rien dire. Le problème de l'Algérie est beaucoup plus global que cela, et il est mis en exergue et en évidence, particulièrement depuis 2020. C'était un peu moins le cas à l'époque de M. Bouteflika, rahimahullah, et avant, mais vous savez, il y a 3 points importants sur lesquels l'Algérie n'a absolument aucun code international, que ce soit la question de la diplomatie. Vous savez, en 24 heures à peine, il y a 2-3 jours, l'Équateur et le Panama ont décidé d'aller contre la volonté politique de l'Algérie sur la question du Sahara occidental, c'est dire le poids que nous avons. Sur la question politique, il n'y a aucun standard international, c'est-à-dire que les gens qui ont des postes en Algérie, ministres ou autres, n'ont aucun code international, c'est-à-dire qu'ils ne savent appliquer qu'une manière de faire de la politique qui ressemble plus à des villages en Afghanistan qui ont des codes culturels que des hommes politiques avec un pays qui est sur la Méditerranée. Sur la question de la diplomatie, c'est la même chose. On nous remet M. Attaf, qui était déjà ministre des Affaires étrangères dans les années 90 et qui n'a pas, objectivement, moi je ne vais pas lui tirer dessus, mais quand en quelques années, il n'a pas marqué un seul point et qu'on le reconduit, c'est qu'on n'a même pas compris les codes internationaux. Sur la question de l'économie, c'est la même chose. C'est-à-dire que 97% de notre produit, ce sont les hydrocarbures. Effectivement, un plan d'exportation avec un ministère dédié sur une période de 5 ans où on va exporter 29 milliards de dollars. Mais ça ne veut absolument rien dire. Vous savez, lorsque je dis, et je l'ai souvent dit sur votre plateau, que nous détenons malgré nous, le pays qui rassemble le plus de politiques qui devraient plus résider dans un asile psychiatrique, on me dit après que non, tu exagères, etc. Non, c'est la réalité. C'est-à-dire que le président de la République nous parle d'un grand tournant avec l'UNTV qui communique encore à la même manière que dans les années 70. Il n'y a pas de différence entre 74 et 2024. Et donc, sur tous les champs importants, politiques, économiques et diplomatiques, l'Algérie reste une île. Elle est incapable de peser sur quelconque décision internationale, et même notamment la France. Donc, il y a un réel problème de gouvernance, mais ça, j'ai l'impression qu'on va le dire pendant 100 ans. Le président Tebboune n'est pas en mesure, je le dis, de la manière la plus claire qui soit, il n'est pas en mesure de nommer des compétences aussi bien sur le champ national qu'international. Et on le voit bien avec ce nouveau gouvernement. Donc,
Il y a un moment, d'ailleurs, je rejoins M. Khalef sur la question, et je le pense aussi, ce gouvernement ne pourra pas tenir au-delà de juin 2025. Ça me paraît impossible avec les enjeux, avec la baisse du pétrole qui va avoir lieu dans quelques mois, dès la prise de fonction de M. Donald Trump. Le plan de finances, en tout cas le budget 2025, ne tiendra pas face à des entrées qui ont été surestimées et avec un baril de pétrole qui va descendre de 15, 20 à 25% d'ici juin prochain. Vous verrez un peu ce budget qui n'est même pas capable d'anticiper sur les stratégies internationales. Moi, je suis affublé, je vous le dis comme je le pense, au point où j'ai même voté MSP à l'élection présidentielle parce que M. Tebboune, je l'aime bien, mais pas comme président. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessoum. Athmane Mahzouz, est-ce que vous pensez que cette réunion, donc, c'est un début de la relance des exportations hors hydrocarbures en Algérie? Quelle est votre lecture par rapport à la situation aussi économique? Parce qu'on parle des indicateurs du côté, bien sûr, des autorités, du pouvoir. On parle des indicateurs qui sont au vert. On parle des indicateurs positifs. Il parle aussi donc des rapports de la Banque mondiale, du FMI. Vous qui vivez là-bas, donc Athmane Mahzouz, vous êtes en contact des citoyens. Quelle est la situation économique et sociale de notre pays? Est-ce qu'elle est inquiétante ou on est en train d'avancer à petits pas? Athmane Mahzouz. En fait, la situation sur le plan socio-économique est plus qu'inquiétante dans notre pays. Il faudrait d'abord avoir une économie pour pouvoir parler d'exportation, d'un élan des exportations. Moi, je ne crois pas trop aux chiffres annoncés et promis par Abdelmajid Tebboune, qui, en fait, depuis maintenant plus de 5 ans, promettait énormément de choses sans pour autant y parvenir. S'il est juste un peu, si on doit juste un peu rappeler en fait certaines statistiques du premier semestre 2024 en termes d'exportation, l'exportation de 3,4 milliards, c'est insignifiant. Alors pour le premier trimestre. Alors qu'en 2023, c'était 6,2 milliards. Vous voyez un peu la chute drastique des exportations. Mais pour aussi parler d'exportation, il faudrait d'abord... en fait, qu'allons-nous exporter? Que produisons-nous pour pouvoir les exporter? Qu'en est-il du secteur bancaire qui puisse réellement accompagner nos entreprises afin d'exporter? Qu'en est-il de la liberté d'entreprendre dans notre pays aujourd'hui? Il faudrait d'abord l'assurer, ces opérateurs économiques-là, pour qu'ils puissent produire et investir. Mais aujourd'hui, l'essentiel des opérateurs économiques craignent. Ils ne prennent pas le risque d'aller investir. Parce que tout simplement, il y a une illisibilité sur tous les plans. Nous avons un gouvernement sans cap, nous avons des décideurs qui peinent sérieusement à mettre en place une véritable politique pour pouvoir aller vers l'amélioration de la situation économique de notre pays. Aujourd'hui, il suffit d'aller voir le quotidien des Algériens, aller voir la pauvreté qui gagne de plus en plus des pans entiers de la société, aller voir la chute drastique du pouvoir d'achat des Algériens. Aujourd'hui, la quasi-majorité des Algériens peinent à subvenir au minimum. Et aujourd'hui, c'est bien de réunir des opérateurs. En fait, celui qui préside à cette organisation, mais que pèse réellement cette organisation dans le cercle décisionnel? Que peut apporter? Qu'ils nous montrent leurs compétences et le poids de leurs entreprises en matière de production. Il ne suffit pas de dire que j'ai une entreprise que vous pouvez aller exporter. Nous connaissons tous l'état de ces entreprises-là. C'est des entreprises qui survivent, mais qui aussi exploitent la manne financière du pays pour pouvoir en fait vivre de
de cette manne. Et pourtant, on aimerait bien voir ces entreprises-là nous dire d'où elles vont avoir ces capitaux pour pouvoir investir. Et pourtant, Asman Mahzouz, nous voulons parler justement d'économie, comme le disait le premier intervenant, la véritable richesse, c'est dans la création des entreprises. Aujourd'hui, la valeur ajoutée qui est en fait le moteur du PIB d'un pays, on le voit tous, c'est insignifiant. Asman Mahzouz, et pourtant l'Algérie donc a des moyens extraordinaires. Pourquoi, d'après vous, nous n'arrivons pas à décoller économiquement? Qu'est-ce qui bride donc notre pays? Qu'est-ce qui bloque? Tout simplement parce qu'on n'a pas de cap, on n'a pas de véritable politique de relance de l'économie dans le pays. Il suffit de voir justement la part justement de tout ce qui est alloué à ces ministères-là, lorsqu'on voit que la quasi-totalité des dépenses qui sont prévues dans la loi de finances sont destinées aux ministères dits de répression, aux ministères qui ne sont pas productifs. Or que l'Algérie a plus besoin de création de richesses. Or, aujourd'hui, on ne voit pas un tissu économique performant, un tissu économique qui puisse concurrencer à l'international. Et pour pouvoir exporter, il faudrait d'abord avoir cette création de richesse dans notre pays. Aujourd'hui, nous peinons justement à produire pour subvenir à la demande locale. Le peu que nous exportons, en fait, la majorité de nos exportations sont issues des hydrocarbures, 97%, comme venait de le dire le premier intervenant. Et aujourd'hui, pour pouvoir investir et diversifier son économie, il faudrait d'abord avoir cette stratégie-là de redéploiement, cette stratégie-là d'aller booster, d'aller justement relancer l'économie à travers la petite et moyenne entreprise, mais aussi aller vers l'assurance. Il faudrait rassurer nos opérateurs économiques. Aujourd'hui, rares sont les opérateurs économiques qui vont prendre le risque maintenant d'aller investir, tout en sachant qu'au sommet de l'État, il n'y a pas un cap, il n'y a pas de politique sérieuse qui puisse les rassurer afin de produire pour le local, mais aussi de produire pour exporter. Très bien. Restez avec nous, Asman Mahzouz. Bien sûr, on va terminer notre émission avec cette nomination de chef d'état-major, Saïd Chinguiriha, au poste donc de ministre délégué au sein donc du ministre de la Défense, qui est donc le chef de l'État, Majid Tebboune. C'est la première fois donc qu'un militaire fait sa rentrée dans un gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle lecture peut-on faire? Est-ce qu'on est dans un processus de militarisation des institutions de l'État? Toutes ces questions, nous les poserons à nos invités juste après cette petite intro. Voilà, donc bien sûr la nomination dans ce nouveau poste du chef de l'état-major, Saïd Chinguiriha, donc au poste de ministre délégué auprès donc du ministre de la Défense, qui est donc le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. On va écouter dans ces déclarations d'Abdelmajid Tebboune, quand on lui a posé la question donc que l'armée était donc responsable du système de gouvernance en Algérie. On l'écoute. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات يعني الأمور الشاذة يجيبوها منظمة غير حكومية، ما هي لا قرآن ولا مكة ولا نبي.
Voilà, donc Tebboune. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce nouveau poste, de cette nomination de Saïd Chinguiriha au poste donc de ministre délégué, qu'il fait donc sa rentrée dans ce nouveau gouvernement? Quelle lecture peut-on faire de ce nouveau poste, Adel Khalef? Alors, d'abord, je tiens à préciser, enfin, de façon un peu diplomatique, à vous faire rappeler que ce n'est pas un nouveau poste, hein, parce que n'oublions pas que ce n'est pas la première fois. Feu Gaïd Salah était aussi vice-ministre de la Défense à l'époque de Bouteflika Allah Rahmoud. Donc, ce n'est pas un nouveau poste, c'est déjà arrivé. Alors, personnellement, moi je dis ma position, qui peut déplaire à beaucoup, et ce n'est pas grave. Moi je dis en tout cas ce que je pense, en répondant à votre question. Moi je pense que je suis contre le fait qu'un président de la République soit ministre de la Défense. Je ne trouve aucun sens à cela. Je pense qu'un président de la République, il est le chef suprême des forces armées, tout à fait, comme en France par exemple, si vous voyez le président Macron, il est président de la République et chef suprême des armées. Il n'est pas ministre de la Défense. Je pense que, moi en tout cas, si j'étais président de la République, je n'aurais pas accepté d'être ministre de la Défense. J'aurais préféré nommer un militaire, effectivement, ministre de la Défense. Pourquoi? Parce que la Défense, c'est pas du tourisme, c'est pas du commerce, c'est pas de l'industrie. La Défense, c'est de la Défense. Je pense qu'avoir un militaire au poste de ministre de la Défense est tout à fait légitime et tout à fait logique. Maintenant, le choix, personnellement, c'est le chef d'état-major. Je n'ai pas de position par rapport à ça. Ça peut être lui, ça peut être un autre. Je suis assez actionnaire de cette position. Je suis assez d'accord qu'il y ait un militaire au sein du gouvernement en qualité de ministre ou vice-ministre de la Défense. Je ne vois aucune anomalie à cela. Au contraire, je trouve que c'est très, très, très bien. Mais Adel, la question aussi que beaucoup d'observateurs posent, c'est le rôle de l'armée dans le système de gouvernance en Algérie. On ne parle pas d'un problème de poste ou d'un militaire qui peut être donc ministre au sein d'un gouvernement, mais le rôle de l'armée dans la gestion du pays. Alors, écoutez, de façon officielle, je pense que nous sommes assez clairs que l'armée algérienne n'a pas de rôle dans la gestion du pays, elle a un rôle dans la défense du pays. C'est son corps de métier. Qu'il y ait, encore une fois, un militaire dans le gouvernement qui s'occupe de son ministère, donc de son portefeuille qui est relatif à la défense. Moi, je dis une chose. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, à ce jour, avec les conjonctures internationales, il est important qu'un pays possède une armée forte, qu'elle soit dans son organisation, dans sa structuration et dans sa force de feu, donc de frappe, que ce soit défense ou attaque. L'armée algérienne n'a pas beaucoup de vocation d'une armée d'attaque, c'est une armée de défense. D'accord? Et heureusement d'ailleurs, nous sommes un pays qui n'est pas intéressé à attaquer, je pense que c'est complètement révolu ces histoires-là. Je pense que si on doit avoir un pays fort aujourd'hui, c'est tout à fait bien d'avoir une armée forte. Je pense même que ça joue un rôle important, ne serait-ce que par l'influence. Mais que l'armée s'occupe des affaires civiles, techniques, gouvernementales, administratives, non. Mais que nous ayons une armée forte et que nous ayons un haut responsable de l'armée au gouvernement, encore une fois, je suis complètement actionnaire. Parce que l'Algérie aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, elle a toujours réussi à développer son armée, mais elle n'a jamais réussi à développer son pouvoir civil. C'est le pouvoir civil qui fait défaut. J'espère que le président Tebboune va comprendre cela et s'entourer avec les professionnels pour qu'ils puissent, au même titre que la défense, développer une économie aussi forte que l'armée. Aujourd'hui, l'Algérie, son problème, c'est que nous n'avons pas d'économie aussi forte, nous n'avons pas un pouvoir civil et un gouvernement aussi fort que l'armée. Si nous arrivons à avoir un gouvernement et une politique économique aussi forte que l'armée, là, je peux vous dire qu'on va faire les 29 milliards de dollars en exportation. Voilà ma position. Restez avec nous, Adel. Djemal Ghessou, votre position par rapport à cette question, qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, donc de ce nouveau poste ou de ce poste donc de Saïd Chinguiriha, qui est donc
ministre délégué au sein donc auprès du ministre de la Défense. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on est dans un processus de militarisation des institutions de l'État? Et là, la question, bien sûr, se pose par rapport, bien sûr, à beaucoup d'observateurs qui posent cette question. C'est le rôle de l'armée dans ce système de gouvernance en Algérie. Est-ce qu'on est en train de s'éloigner de ce qui a été revendiqué par le Hirak en 2019, alors que lui-même, Ahmed Tebboune, a parlé donc de Hirak béni, Hirak Moubarak, le Hirak qui disait donc Dawla Madaniya Machi Askari. Jamal Ksou. Alors, vous connaissez ma position depuis quelques années. Moi, ma position, elle est claire et nette. Dawla Askariya ou Machi Madaniya, parce que le contexte international ne permet pas, en tout cas à l'Algérie, de prendre des risques. Vous savez, depuis le temps que j'interviens sur votre plateau, ça fait quelques années, je crois que c'est la toute première fois que je partage entièrement l'avis d'un de vos invités. Je veux dire que c'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, j'en suis heureux, en faisant bien évidemment la distinction entre la question militaire. Et effectivement, nous avons une armée, comme l'a dit M. Khalaf, nous avons une armée de défense, nous n'avons pas une armée d'attaque. La doctrine militaire algérienne, c'est de ne pas intervenir en dehors de son territoire. La question, je dirais, sécuritaire, elle s'impose selon le contexte international. Aujourd'hui, nous avons un contexte international et sécuritaire tout à fait particulier qui dépasse de très loin ce que nous vivions depuis même les années 70, 80 ou même 90, c'est-à-dire que nous sommes entourés de conflits majeurs, aussi bien en Libye qu'au Mali, au Niger, au Burkina Faso, à l'ouest de l'Algérie. Mais est-ce que cela, Jamal Ksou, est-ce que cela justifie que l'armée, c'est elle qui fait donc la politique? Les partis politiques ne font plus de politique, et les civils ne sont pas concernés par les affaires, la gestion de l'État. Est-ce que c'est pas une dérive qui peut aussi causer beaucoup de problèmes dans notre pays? Non, c'est ce que vous dites vous. Moi, je reprends ce qu'a dit M. Khalaf. Je veux dire que quand une institution c'est pas ce que je dis moi, Jamal Ksou. C'est ce que vous dites vous. C'est ce qu'ils disent des observateurs, ceux qui suivent ce qui se passe dans notre pays. C'est pas ce que je dis moi. Je connais très bien les observateurs. Moi, malgré que je suis né en France et j'ai toujours vécu en France, Ouadsouf particulièrement, qui est ma région, je connais quand même assez bien le système. Je vous répondrai indirectement avec ce qu'a dit M. Khalaf lorsqu'il avait dit que je dirais que le point faible dans la société civile, mais bien évidemment en exergue et en évidence la force d'un ministère ou d'une institution qu'est le ministère de la Défense. Là où je ne suis pas d'accord avec le président du RCD lorsqu'il disait, en parlant du budget, qui parlait du ministère de la répression, c'est le terme qui a été utilisé. Non, nous avons une armée absolument non seulement populaire, mais vous savez, j'avais été reçu par Émile Lahout à Beyrouth, qui était l'ex-président de la République, et qui m'avait dit textuellement, en tant que chef d'état-major, parce qu'il était chef d'état-major au Liban, qui m'a dit « J'ai toujours rêvé de réussir à faire une armée nationale comme vous avez fait en Algérie. » Et de cela, j'en suis particulièrement fier. Mais on ne parle pas de l'armée, Jamal Ksou. En tous les cas, c'est votre avis, et on le respecte. Bien sûr. Athman Mahzouz, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Vous avez entendu donc Adel Khalaf, mais aussi Jamal Ksou. On va écouter aussi, avant de vous donner la parole, Athman Mahzouz, les déclarations du chef de l'état-major qui parle aussi donc des critiques par rapport à l'extérieur, ceux qui critiquent par rapport donc à ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe au sein de l'armée. On l'écoute. ولكننا لازلنا نسجل الأصوات الناعقة لبعض الأبواق التي تخرج علينا كل ما حدث تغيير في المؤسسة العسكرية والتي من المفروض أنها تشهد على غرار كل المؤسسات والجيوش تغيرات طبيعية تندرج دون شك في إطار التداول على الوظائف والمسؤوليات. قلت تخرج علينا بتأويلات وتحليلات
خاطئة ومجانبة للحقيقة بل ومغرضة هدفها إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني من خلال بث الأخبار المزيفة والكاذبة، إلا أننا واثقون من وعي وتفطن المواطنين لمثل هذه المؤامرات. Voilà, donc les déclarations de Saïd Chingriha. Bien sûr, il a fait référence ici au limogeage du général-major Ammar Athamniya, donc, et nommé dans la foulée le général-major Mustafa Smaili, donc 2 jours après la nomination donc, de Saïd Chingriha au poste de ministre délégué. La question, bien sûr, a été posée par beaucoup d'observateurs. Qu'est-ce qui se passe donc dans le sérail du régime algérien? Qu'est-ce qui se passe au sein donc, de l'armée? Athman Mahzouz, quelle est votre approche par rapport à cette question? Bien sûr, pour beaucoup d'observateurs, l'armée joue un rôle important dans le système de gouvernance en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tous ces changements? Ah, on a perdu Athman Mahzouz, on est en train de me dire. Adel Abdelrahman, ces changements, bien sûr, peut-être nous renseignent aussi qu'il y a malaise au sein de l'institution de l'armée, ce limogeage du général-major Ammar Athamniya, qui a été remplacé par le général-major Mustafa Smaili, Ammar Athamniya, qui était proche, bien sûr, du feu Gaïd Saleh. Mais, excusez-moi Adel, je pense qu'on est en train de me dire que Athman Mahzouz est avec nous. Athman Mahzouz, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Intelligent qu'on soit coupé à cette partie. Désolé. Athman Mahzouz, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. J'avais entendu une partie, mais sinon, je voudrais commencer d'abord par les propos de notre ami qui avait parlé, qui m'avait reproché d'avoir parlé du ministère de la répression. Parce que tout simplement, depuis maintenant l'indépendance, ça ne date pas d'aujourd'hui que certains ministères bénéficient de budgets colossaux, contrairement à ceux qui devraient être destinés à l'éducation, à la santé, et pour justement être un peu plus précis, il suffit d'aller justement voir ce qu'est le budget, notamment de certains ministères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de la Défense. C'est pour vous dire que si je dis ça, tout simplement parce que je voudrais que l'essentiel, justement, des budgets devraient être alloués notamment au secteur de l'éducation et de la santé dans notre pays qui en ont énormément besoin. Maintenant, je suis tout à fait favorable à ce que disait votre premier intervenant. Effectivement, je suis pour la création d'un poste de ministre de la Défense. Mais avec des prérogatives bien définies, tout en gardant le chef de l'État comme chef suprême des armées. C'est vrai que nous avons besoin d'une armée forte, mais d'une armée qui devrait garantir justement la protection du territoire et la défense du pays. Moi, ce qui m'intrigue, ce qui me tarabuste, c'est de voir effectivement. Moi, je suis d'accord que Chingriha soit nommé maintenant comme ministre délégué, parce que tout simplement, moi, je vois mal que les chefs d'État soient tout le temps accompagnés des militaires avec un treillis. Avec une personne avec un treillis militaire. Si je dis ça, c'est parce que tout simplement, de par le monde, on ne voit jamais ça. Si on veut réellement, il faudrait que notre armée soit éloignée des questions politiques. Notre armée doit se consacrer exclusivement à la protection du territoire. Je ne voudrais pas d'une armée qui s'immisce
dans les questions politiques. Il faudrait qu'il y ait séparation, justement, dans ce genre de questions. Mais maintenant, il ne faudrait pas s'interdire aussi d'analyser les derniers changements. Et les derniers changements qui sont apparus. Effectivement, juste après la reconduction de Tebboune, il y avait l'éjection du chef, du chef de l'armée qui Athamnia, général-major Athamnia. Non, pas Athamnia. Avant Athamnia, il y avait celui de la DGSE. La sécurité extérieure, Djibar Mhenna, et juste après, vient maintenant l'éjection aussi de Athamnia. Que ceci ne peut pas nous éloigner en fait d'une réalité dans notre pays. Il y a une sérieuse lutte clanique dans le pays. Et tout ceci ne peut pas être décidé comme ça d'un coup de main. En fait, c'est parce que tout simplement, il y a un malaise au sommet. Il y a des luttes claniques au sommet, et ces luttes claniques ont abouti justement à d'abord l'installation de Chengheriha comme ministre délégué, mais aussi à l'éjection de ces deux généraux majors. C'est vrai que l'élection a eu ses répercussions. Nul ne peut ignorer qu'une élection où les Algériens ont boudé massivement certainement va donner lieu à des règlements de compte, tout simplement parce que, pour certains, tel ou tel clan a fait en sorte que cette élection-là n'apparaisse pas comme étant une élection qui a drainé le maximum de participation. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Algériens ne voudront pas d'un système où l'armée règne sur le politique. Et c'est une question centrale pour nous. Nous voulons une armée forte, mais nous ne voulons pas d'un État militarisé. Est-ce que vous pensez, Athmane Mahzouz, que ces changements qui ont été opérés, mais aussi les décisions qui ont été prises avant même les élections présidentielles, comme le décret signé par Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, le mois de juin dernier, qui donne donc la responsabilité aux militaires donc d'avoir accès donc à des responsabilités dans des secteurs civils. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de shifter, si on peut dire, ou de dévier de ce qui a été demandé en 2019, donc un État civil, pas militaire? Et si donc on est dans cette logique, qu'est-ce que cela a comme impact sur notre pays? Je suis totalement en désaccord avec ces décisions en tant que chef de parti, mais aussi en tant que citoyen. Tout simplement, je l'ai dit et je le répète, moi je ne voudrais pas d'une armée qui s'immisce des questions politiques. Je ne voudrais pas d'une armée qui s'autorise à décider ou bien à gouverner dans un pays que l'on voudrait démocratique. Je suis contre parce que tout simplement, les Algériens sont sortis massivement par millions dire que nous sommes pour un État civil et pas pour un État militaire. Et aujourd'hui, il ne faut jamais cesser de le répéter. Ce n'est pas parce que nous disons cela que nous sommes contre une armée forte. Mais Athmane Mahzouz, quand Jamal Ghassoum dit que je suis pour un État militaire mais pas civil, il donne bien sûr des justifications par rapport à ces déclarations parce que il y a des défis sécuritaires qui entourent notre pays et autour des frontières de notre pays. Est-ce qu'on peut justifier ça, d'après vous, Athmane Mahzouz? Je crois qu'on ne peut pas justifier ça. Si nous voulons sérieusement d'un État fort, d'une armée forte, nous avons besoin aussi de citoyens qui vivent en pleine, en fait, leur citoyenneté entière. Je rappellerai seulement que le pouvoir disait tout le temps il faudrait renforcer
le front intérieur. Pour renforcer le front intérieur et renforcer l'armée algérienne, il faudrait que ce citoyen-là se sente en sécurité. Il faudrait que ce citoyen-là vive en pleine liberté. Il faudrait que ce citoyen-là vive dans une démocratie réelle, comme le dit Tebboune. Parce que tout simplement, nous ne vivons pas dans une véritable démocratie aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous voulons réellement faire face aux défis sécuritaires, il faudrait associer ce citoyen-là. Il faudrait le mobiliser. Et pour le mobiliser, il faudrait que ce citoyen-là bénéficie d'une réelle liberté, d'une dignité totale. Il ne faudrait pas que ce citoyen-là subisse injustice, répression et fermeture totale des espaces d'expression. Et c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Restez avec nous, Athman Mazouz. Adel Khalef, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Quand Athman Mazouz parle, bien sûr, et se pose la question par rapport donc, à ces changements, il dit qu'on peut dire qu'il y a une lutte clanique. Est-ce qu'on est dans cette logique de lutte clanique, Adel Khalef? Et si on est dans cette logique, qu'est-ce que cela veut dire pour le futur de notre pays, pour surtout qu'on a vécu aussi ça depuis des années, depuis les années 90, même avant ça, Adel Khalef. Très bien. Je vous remercie d'avoir mentionné, parce qu'il s'agit de la sécurité de notre pays, surtout à l'échelle internationale. D'accord. Donc, je vais essayer d'être très rapide et aussi concis que je puisse être. Alors, quand on parle de l'armée, bon, il faudrait aussi mettre les choses dans leur contexte. On parle de l'armée. Quelle armée? De quelle armée parlons-nous? Est-ce que nous parlons de l'armée maintenant en termes de force de feu? Est-ce que nous parlons des services de renseignement? On parle de quoi? Quand on parle d'une situation, parce que je dois vous faire rappeler qu'aujourd'hui, l'Algérie est devant des enjeux internationaux très très importants. D'accord? Nous avons des challenges. Nous avons des challenges. J'arrive pas à trouver le mot en français pour challenge. Des défis. Des défis. Merci. Vous excuserez mon déficit de vocabulaire ce soir. Non. Vous êtes toujours excellent. Thank you, sir. Alors, je vais vous dire une chose. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment mettre l'accent sur l'établissement d'un chef suprême pour les services de renseignement en Algérie. Je vais vous dire pourquoi, en vous donnant un exemple concret. Vous savez que hier, ou avant-hier, je ne me rappelle plus, je crois que c'était hier, le président chinois a fait une petite escale au Maroc. On n'a pas vu la chose venir. Vous savez pourquoi? Simplement parce que la cellule militaire de l'ambassade d'Algérie à Brasilia, au Brésil, n'était pas assez active. Parce que le président chinois venait du G20. D'accord? Il était au Brésil pour le G20. À Rio, il était à Rio. Voilà. Donc, on n'a pas une cellule qui est très active. Quand il y a des événements comme ça, comme le G20 au Brésil, normalement, nous avons une veille de renseignement, qu'elle soit économico-diplomatique, qui veille à ce qui se passe. On aurait eu l'information. Aujourd'hui, qui vont être les pays qui vont être les leaders, bientôt encore plus que jamais? C'est les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, toutes ces grandes puissances. Vous savez, un pays n'est fort que d'abord par la qualité de son intelligence. Donc, ces services de renseignement qui nous apportent les informations nécessaires pour que nous puissions anticiper. Je ne cesserai de le répéter. Aujourd'hui, nous avons un chef de la sécurité intérieure en Algérie. Nous avons un autre chef de la sécurité extérieure. Mais nous n'avons pas un chef suprême des renseignements comme coordinateur. Ce poste est resté vacant depuis l'époque de Bouteflika. Pourquoi nous n'avons pas un chef suprême du renseignement? Parce que il faudrait qu'il y ait un homme là-bas qui ait une réputation antécédente du passé avec les renseignements britanniques, avec les renseignements américains, avec les renseignements français, avec les renseignements allemands, russes, chinois. Quand vous avez un homme expérimenté dans le renseignement, c'est quelqu'un qui va orchestrer ses équipes pour donner à l'Algérie les moyens de se défendre. On commence à se défendre en anticipant quels sont les dangers auxquels nous pouvons potentiellement être exposés.
Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas équipée. Adel, très rapidement. Aussi, est-ce que ces services ont été déviés de leur mission, si on peut dire, puisque ces dernières années, on a vu si une personne poste quelque chose qui est contre la politique de Tebboune ou du gouvernement ou contre le système, tout de suite, donc il est poursuivi, tout de suite, donc il est réprimé, peut-être même emprisonné. Des Algériens même, ils sont surveillés donc à l'étranger parce qu'ils sont opposants. Est-ce que nos services ont dévié de leur mission aussi? Moi, l'impression que j'ai de façon concrète, vous savez, votre invité depuis Paris a utilisé un mot que j'aime bien. Merci à lui parce qu'il m'a fait rafraîchir la mémoire. Il a dit le mot pragmatique. Je vais essayer d'être pragmatique. Très rapidement, Adel, parce que le temps nous presse. Ouais, je vais faire le plus rapidement possible. Désolé. Oui, alors, je pense que il faut se baser sur les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? L'Algérie n'est pas capable de voir ce qui se passe. Ça veut dire que les services de renseignement en Algérie, ou bien ont été déviés, ou bien ont été réduits dans leur capacité. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un investissement financier et humain important dans le renseignement parce que c'est la colonne vertébrale de la sécurité politique, diplomatique, économique et sociale. Aux États-Unis, vous pensez que le gouvernement américain ne donne pas de budget important à la CIA? Vous pensez que l'Angleterre ne donne pas de budget important au MI6? Monsieur, la force d'un pays, c'est d'abord ses services de renseignement. Si on n'arrive pas à régler ce problème-là, l'Algérie va continuer à être exposée aux dangers extérieurs. Parce que si vous n'avez pas la capacité de voir ce qui arrive, et vous allez être complètement mis à genoux. Très bien, restez avec nous, Adel. Djemal Ghessoum, 30 secondes s'il vous plaît. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il n'y a pas que les services. Adel est en train de parler des services, le rôle des services aussi, mais la question qui se pose aussi, le rôle des libertés en Algérie, l'ouverture politique, l'ouverture médiatique. On a entendu le président du LCD parler donc de cette répression qui s'abat sur les militants politiques ou les militants des droits de l'homme. Très rapidement, Djemal Ghessoum. Alors très rapidement, à M. Mazouz, et pour la bonne information de vos téléspectateurs, il n'y a pas de lutte clanique. Jabal Mahanna était très malade déjà, et en mai-juin, il avait demandé au président Tebboune de le relever de ses fonctions pour prendre sa retraite. Le président de la République lui a dit « il faut que tu attendes l'élection présidentielle ». Donc, il faut informer correctement le téléspectateur. Il n'a pas été démis de ses fonctions et il n'y a pas de lutte clanique. Il est extrêmement malade et il ne pouvait plus assumer sa mission. Ça, c'est la première des choses. Sur la seconde des choses, M. Khalaf... Et pourtant, il y a beaucoup d'officiers militaires qui sont emprisonnés, Djemal Ghessoum. La question, comment peut-on expliquer cet emprisonnement de plusieurs officiers militaires? Est-ce que c'est un règlement de compte? Je termine ma logique. Ensuite, sur M. Khalaf, il a tout à fait raison sur l'importance d'avoir, d'ailleurs c'est dans les tuyaux, la question d'avoir un chef suprême. C'est en cours d'analyse. Et il a tout à fait raison en parlant du renseignement. 2014-2015, les services de renseignement ont été démantelés. La SCORAT dans le sud ou dans le Sahel, où une mouche qui passait, elle était tout de suite captée par les services de renseignement algériens, a été démantelée en 2014-2015 et M. Khalaf a tout à fait raison. Sur la question des droits et des libertés, vous savez, les droits et les libertés sont toujours indexés à la question de la sécurité nationale. Nous le voyons en France, nous avons été restreints énormément sur la question des libertés, au point où même en France, vous n'avez même plus le droit en tant que journaliste de filmer des policiers. Donc nous ne faisons pas abstraction de cela. Merci Djemal Ghessoum. Athman Mazouz, 30 secondes, je vous laisse le mot de la fin. Merci d'abord pour l'invitation, mais si je dois placer un mot au sujet des luttes claniques, je dois dire que l'Algérie n'a jamais été, en fait, n'est jamais resté à l'écart de ces luttes claniques. Le pouvoir en Algérie est tout le temps victime de luttes claniques. Aujourd'hui, personne ne peut nier
qu'il y a plus d'une soixantaine de généraux dans les prisons et des centaines d'officiers, mais aussi beaucoup de ministres et beaucoup au minimum 3 chefs de gouvernement. Et tout ceci, vous n'allez pas me faire croire que ceci ne rentre pas dans le cadre de l'Ukraine. C'est vrai que pour certains, ils sont justifiables et ils devraient justement payer pour les détournements, mais pour la mauvaise gestion. Mais nul ne peut me faire croire qu'en Algérie, des luttes claniques n'existent pas. Elles ont tout le temps existé et les règlements de compte ont tout le temps existé. Et maintenant, s'agissant de Djibar Mehna, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas son médecin, je ne peux pas m'avancer si il a été écarté à cause de sa maladie ou autre. Je ne sais même pas s'il est malade d'ailleurs. Et je reste sur ça. Merci beaucoup, Athmane Mahzouz. Je rappelle que vous êtes président du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous. Merci à Abdelrahman Khalef, consultant international en TIC, donc Télécom, Information, Communication. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à Jamal Kshoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.